Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau live sur Cabal Space Programme avec Realism Overall et toute la tripotée de modes qui va avec. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qui commence à dater un peu. Ça fait peut-être une bonne semaine qu'il n'y a pas eu de stream. Week-end et semaine chargée, tout simplement. Et je dois vous avouer que je suis pas complètement sûr de savoir où on s'était laissé. Euh... qui est un problème. Mais j'ai jeté un œil rapidement à ce que j'avais fait la dernière fois, et c'est l'occasion de vous rappeler que toutes les rediffs sont sur YouTube, pour ceux qui veulent rattraper les lives ou qui veulent euh, autre chose en parallèle, ou les suivre en différé, pardon. Euh, alors, j'ai juste mes retours, si tout va bien. Donc, la dernière fois, on avait notamment lancé un nouveau relais lunaire, si je dis pas de bêtises. Non, pas là non plus. Alors, vous noterez que, normalement, tout va un petit peu plus vite parce que j'ai quadruplé ma RAM. Oui, j'ai quadruplé ma RAM. Ce qui ne change pas grand chose, mais ça devrait rendre les choses un tout petit peu plus fluides. Et c'est toujours bon à prendre. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis perdu. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose ce que j'ai fait sans vous. On va y revenir. Donc on avait l'exploration lunaire habitée où on avait fait tout ce qui était nécessaire de souvenirs. Donc l'atterrisseur sur la face cachée, les relais, etc. Et le mapping. Le mapping qui devait pas être fini. Enfin le mapping, les relevés de la surface, tout ça, tout ça. Devait pas être fini à l'époque. Voilà. Orbite habitée, on a tout fait aussi. Ouais. Bien même pas. Mais si, on l'a fait. On a même tué un astronaute de souvenir. Ou tout s'était pas très bien passé en tout cas. Bref. Ça c'est fait aussi. Ok. Donc il nous reste techniquement rien du tout. Et maintenant, le seul truc que j'ai en stock, c'est ces deux contrats dont je viens de vous parler qui sont terminés, mais que je laisse tourner pour avoir un petit peu plus d'argent. Ça et ça, voilà. On est loin d'avoir ramassé tous les fonds, pardon, proposés, et on pourrait les terminer plus tôt. Ce qui nous donnerait les petites étoiles, c'est quoi? La réputation? Sûrement. On en a largement assez, donc pas nécessaire. Et pareil pour celui-là, on va plutôt prendre l'argent. Par contre, j'ai dû améliorer de souvenir ce bâtiment. Et ça m'a donné accès à un nouveau contrat. Donc à un réseau de communication géostationnaire. Et donc j'ai déjà, parce que je suis allé vérifier quand même un petit peu ce que j'avais fait dans votre dos, j'ai déjà envoyé un de ces satellites de souvenirs. Alors ça c'est l'orbite qu'on vise, et ça, bah voilà, typiquement, il y a un de ces satellites qui est déjà sur place. Je sais qu'il y a une clause dans le contrat qui dit qu'il faut assurer une bonne couverture de la planète. Je sais pas à quel point c'est... Comment dire? À quel point ils sont exigeants sur le placement des différents satellites les uns par rapport aux autres. Et je ne sais pas non plus comment je fais me débrouiller pour envoyer les satellites sur des orbites un peu séparées les uns des autres. L'idéal serait qu'on lance un... Mais non mais je suis trop bête. J'ai dire l'idéal serait qu'on lance quand le satellite est à un certain endroit par rapport au centre spatial, mais bah non. Ah, bah non. Si, mais je veux dire, il va pas bouger, puis c'est un orbite géostationnaire. Oh, la reprise va être tendue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en orbite basse, tout bêtement. Et ensuite, attendre un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ok. On va se mettre en orbite basse et ensuite attendre un petit peu, et ça marchera très bien. Donc on a un de ces satellites qui est prêt, et celui-là, si je dis pas de bêtises, voilà, on a un satellite d'exploration lointaine qui est prêt. Alors ça doit être celui-là. Mars, Vénus, Mars, Vénus, ok. Donc ce contrat-là, que je prendrai en normal je pense, parce que... Oh, quoique 7 ans... 7 ans ça devrait suffire. On va le prendre en fast. Et qui me demande combien de slots? 2.
Ouais, donc je pourrais annuler celui-là dans un mois, c'est pas très grave. Et on commencera un autre programme. Donc l'idée de ce programme-là, ce sera d'aller tout juste commencer à jouer sur Mars et sur Vénus. Enfin, autour de Mars et autour de Vénus. Et donc la VEE1 qu'il faudra renommer. Ça va être véhicule d'exploration, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi. Ah si, à la base il devait s'appeler Eve comme Vénus dans le KSP de base. J'ai dû le changer un peu les lettres pour... voilà. Faudra qu'on leur trouve un nom sympa. Alors lui, techniquement, c'est Geosat 1. A du coup. J'en ai fait j'en ai besoin que de 4. Normalement, si si je dis pas de bêtises. 4, 3 ou 4. J'en ai fait un peu plus. Ouais, ça ira. J'en ai fait un petit peu plus pour au cas où on en perde. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'utilise aussi une nouvelle fusée et je suis pas certain de vous l'avoir montré. Alors c'est le problème. Euh, Je sais plus exactement si je vous l'avais montré, mais je suis pas sûr. Où est-ce que je dois la voir? Bah ici tout simplement. Ouais, ça c'est notre nouvelle fusée, complètement. Alors on va faire autrement, on va les comparer, parce que j'ai aussi trié un petit peu mes... trié un petit peu mes assets. Alors, toi j'en ai pas besoin. Toi j'en ai pas besoin. Donc on avait, pour rappel, on avait la Asteria 1, qui ressemblait à ça. Donc on avait un étage ici, avec un moteur russe très très lent, très efficace mais très très lent. Ensuite on avait 3 moteurs, ça c'était moteurs plutôt anglais. Euh, et donc on avait 2 étages supérieurs, on avait un booster central avec un moteur américain LR79 au kérosène, voilà, et sur les côtés pareil des boosters d'Atlas au kérosène. Et les étages supérieurs faisaient 2,5 m de diamètre, l'étage d'ici fait 2,3 m et sur les côtés 2 mètres. Ok, donc on avait un espèce de Frankenstein et on avait la version avec 3 boosters qui était un petit peu différente. Et donc de mon côté, j'ai voulu un peu améliorer tout ça. Alors on l'a modernisé, mais je crois qu'on voit pas la différence. Non, alors j'ai juste changé les... Ici, j'ai juste changé le type d'avionique, sûrement. Rien de très intéressant. On avait donc l'Asteria 2, voilà, avec 3 boosters, qui était très mal nommé, mais c'est pas grave. 2B, on s'en fiche. On avait l'Heracles 1, qui est donc la fusée lunaire, on va dire. Beaucoup plus puissante, mais qui elle, n'a pas changé. Et donc, ce qu'on va utiliser pour ces lancements, c'est l'Asteria 3, qui a 2 boosters, parce que j'ai décidé de mal nommer mes fusées jusqu'au bout. Et l'idée de cette fusée, c'était d'être moins cher. On peut comparer là 8600, on va dire, contre... voilà, c'est à peu près le même prix qu'une Asteria 1. Ouais, c'est le même prix qu'une Asteria 1, moins cher qu'une Asteria 2. Je vérifie quand même que j'ai pas fait n'importe quoi. Ouais, voilà, un petit peu moins cher qu'une Asteria 2. Mais ça a beaucoup plus de ça a plus de capacité que la 1 et que la 2. Alors quelle modification j'ai faite? Déjà, toute l'avionique est censée être... voilà, c'est de l'avionique beaucoup plus moderne, donc qui pèse moins lourd, qui est plus efficace, tout ça, tout ça. La coiffe est un peu plus grande. Tout est passé en 2,5 mètres de diamètre. Vous voyez qu'ici on a un nouveau booster beaucoup plus large. Et sur les côtés, on utilise, des boosters qui sont basés sur l'étage central de la fusée Asteria 1. Voilà. Si on compare, ces boosters-là ont disparu en 2 mètres de diamètre. Ce premier étage s'est transformé en booster latéral et j'ai un nouveau deuxième étage beaucoup plus large. Et un nouveau premier étage beaucoup plus large, un nouveau deuxième étage de la même taille qu'avant. Mais j'en ai plus qu'un seul. Donc on a qu'un seul moteur, c'est beaucoup moins cher. C'est donc un X405H. Donc une version un peu améliorée du X405. Il tourne au... J'ai aussi essayé de limiter les différents carburants pour que les pas de tir soient un peu plus simples à construire. Il tourne au kérosène en gros et à l'oxygène liquide. Le HTP c'est pour, je pense, je suis même sûr, pour allumer le moteur avec donc un allumeur torche à l'HTP. Je vous en reparlerai sûrement un jour. Du RCS, tout ça, ça rien de très particulier. Ouais, même HM 3, ça change pas. Et donc en dessous, on a un booster central beaucoup plus large, beaucoup plus lourd. On a un LR79 toujours, mais amélioré. Donc sur l'autre, on doit avoir celui-ci par exemple. Quelle est la différence? Le même temps d'allumage. 766 kN. Voilà, bon, plus de puissance évidemment.
sûrement un peu plus de... Ah mince, ça rentre un peu dedans là. Attendez. Bon, c'est pas très grave. Mais j'aimerais bien quand même. Voilà, si ça pouvait ne pas trop rentrer dans le moteur. Bon, ça c'est pas très grave. Je sais pas pourquoi, de toute façon ça, ce sera pas enregistré donc ça sert à rien. Et donc sur les côtés on a des boosters qui aussi sont plus larges avec 2,3 m et on utilise toujours ces mêmes LR89 mais encore une fois une version améliorée. Le gros pas en avant, on devait utiliser un de ces deux là. Et l'avantage de ceux-ci c'est qu'ils ont été simplifiés et un petit peu améliorés mais surtout simplifiés donc ils coûtent pas beaucoup plus cher que la version initiale en étant plus performant. Le problème de cette fusée, je pense, c'est qu'on pousse un peu les temps d'allumage des moteurs, donc niveau fiabilité, c'est pas forcément ça. Ceci dit, on en a moins, donc ça devrait mieux se passer. Et surtout, c'est moins compliqué d'aller en orbite. Alors, c'est un peu moins efficace, parce que du coup, cet étage est un peu puissant, et la fusée a tendance, vous allez le voir, à aller un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est plus propre. Voilà, j'essaie d'appliquer une logique un peu réaliste de simplifier la chaîne d'assemblage, de garder les mêmes... Enfin là, c'est pas du réalisme, c'est juste que c'est beaucoup moins cher pour moi de garder ces mêmes réservoirs, notamment en balloon, parce que pour les... Oui, pour les usiner, ça coûte moins cher. Enfin, ça coûte moins cher de garder le format qu'on avait précédemment. Et puis là, j'ai des petits boosters de séparation, mais bon, rien de très intéressant. Bref, pour notre orbite, et je suis à court hein, je suis à sec. Normalement ça devrait s'améliorer dans les mois qui viennent, mais bon. Bref. Ça c'est les missions qu'on va envoyer. Donc on a un satellite géostationnaire avec 300 et quelques, je crois, unités de charge utile, bref. En dessous on a un étage avec le Juno 4 6K. Qui est notre moteur d'étage supérieur le plus performant. Et j'ai rajouté ici ces deux moteurs latéraux, qui sont des moteurs de RCS en fait, mais réadaptés. Et en fait, je me suis inspiré de ce qu'on a vu récemment chez Latitude. Ils ont sur leur deuxième étage des APU, enfin un APU, donc deux tuyères secondaires qui utilisent, je pense, le RCS du deuxième étage. Et en fait, l'idée c'est que, en fait, le problème de ce moteur, c'est qu'il est très efficace, mais il a que 3 allumages. Et pour aller sur une orbite un peu complexe, c'est un peu short. Et du coup, j'utilise à la place... Pardon, j'utilise à la place ces moteurs-là, ces moteurs latéraux, pour faire toutes les... Déjà pour rallumer les moteurs, et puis pour faire toutes les modifications d'inclinaison qui sont un peu... qui demandent pas trop de puissance. Je me réaffiche mes retours. Voilà, donc ça c'est les missions qu'on va lancer principalement, et en utilisant, je pense, la même fusée, on a les missions d'exploration, qui coûtent un peu plus cher, fatalement. Ouais, c'est bien la même fusée. Je me suis permis de sauter le pas, de faire une nouvelle fusée enfin moins chère, plus efficace, parce qu'on va beaucoup l'utiliser. Ça valait le coup, et d'ailleurs, vous noterez que, tout compris, elle pèse tout pile 200 tonnes, donc elle rentre sur les pâtires qu'on a déjà. J'ai juste dû changer un petit peu les capacités en carburant, mais à part ça, ça va. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais sur les côtés, c'est donc de l'oxygène liquide et du kérosène. Au centre, c'est de l'oxygène liquide. J'ai de l'UDMH, c'est pas idéal, mais bon, c'est déjà ça. Et en haut, j'ai du kérosène liquide et de l'oxygène. Donc en gros, à part l'UDMH sur le réservoir principal, on n'a rien de très exotique. Et c'est pas plus mal. Alors ici, on a cette fois-ci la version AJ10 de notre étage supérieur. Pareil... Ah non, bah non, c'est pas amélioré. Ah mais j'en ai pas d'amélioré, c'est pour ça. Je dois avoir... Voilà, maintenant je dois avoir la version améliorée, mais... Ouais, rien... pas encore... J'ai pas encore tout ce que je veux pour les AJ10. Bref. Pourquoi le AJ10? Parce que je peux le rallumer plusieurs fois, il pose un peu moins de problèmes. Donc... et j'ai pas besoin d'autant de performance, étonnamment. Et en haut, on a... Alors, ça m'a l'air déjà un petit peu foireux. Ça me plaît pas trop, mais ça devrait aller. On a donc nos premières sondes interplanétaires. Tac, tac, 3, 4. Que je peux utiliser parce que j'ai amélioré la station de communication. Donc ils utilisent la bande S, qui est plus adaptée aux longues distances. La station de communication a plus de puissance, donc on peut communiquer. Et j'ai enfin
des panneaux solaires. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ces panneaux solaires là suivent le soleil. Donc j'ai pas besoin de me casser la tête à m'orienter tout le temps. Et c'est des panneaux solaires améliorés, donc ils produisent énormément. Voilà, donc cette sonde-là peut aller vers Mars et vers Vénus sans trop de problème. Enfin, Vénus ça pose jamais de problème, mais même vers Mars ça peut manquer un peu de puissance. Et on a donc pareil un moteur RCS. Et bienvenue Causon Fusée, salut à toi. Et voilà, globalement c'est ce qu'on va... On va carrément quitter. C'est... Bon du coup tu arrives sur la fin de mes explications, mais bon, t'as rien raté de centrale. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. J'ai dû avoir sur un pad tous les géostationnaires, sur l'autre pad tous les véhicules d'exploration. Et je pense qu'une fois qu'on sera forcé à prendre ici notre fenêtre vers Vénus, on quittera ce programme, on passera au programme des sondes vers les planètes proches. Et ensuite, on passera à un de ces deux-là. J'ai pas encore fait mon choix, mais ça viendra. Ah, il faut aussi que je pense à réactiver les contrats de navette spatiale, mais c'est pas grave. Alors, bah, je pense qu'on va pouvoir lancer directement. Donc, premier lancement ensemble de la nouvelle version de notre fusée. Ça devrait bien se passer, j'espère. Et je sais que... Alors, ça commence à dater un petit peu, mais j'ai eu énormément de problèmes avec cette mission, parce qu'on pousse pas mal les performances de la fusée, et j'avoue, Ah, j'ai peut-être noté. Peut-être noter ça quelque part. Mais je suis pas certain d'avoir en tête la trajectoire optimale et tout. Enfin, bon. Bon. J'ai rien noté du tout. Bon, bah, on va faire ça au talent. Hein. Ah, et d'ailleurs, je vous en avais parlé la dernière fois. Alors, je sais pas pourquoi les landing guidance est activé. J'ai modifié l'aspect des fenêtres MakeJab pour que ça prenne, enfin, que ça prenne pardon, moins de place dans le champ de vision, que ce soit un peu plus facile pour moi d'accéder à mes données. J'y suis pas encore tout à fait habitué, donc je vais peut-être rater des trucs, mais ça devrait aller. Alors, le staging quand même. On va le vérifier. Ok. Séparation. Ça devrait aller. Et puis après, c'est sur la fin que ça devient compliqué. Hein. Gérer l'APU et le moteur principal, bon. Ouais. Je pense que j'avais gardé mes réglages de la dernière fois, donc on va d'abord partir sur une orbite inclinée, et on changera notre inclinaison une fois en orbite haute, je pense. Bah voilà. Donc là voilà partie la première Asteria 3 officielle, techniquement. Bon, en vrai elle a déjà envoyé un satellite géostationnaire, mais j'ai fait sans vous. Très sympa hein, les flammes, des flammes d'oxygène très denses, une flamme au centre hypergolique, enfin c'est pas vraiment de l'hypergolique, je sais pas comment on qualifie du coup un lancement comme ça, enfin un moteur comme ça qui brûle à la fois de l'UDMH qui est censé être hypergolique avec de l'oxygène liquide qui ne l'est pas. Mais bon la flamme est très jolie, elle est jolie cogne de Mac. Bon de toute façon réaliser overall c'est toujours aussi joli. Hein. Et d'ailleurs j'ai pas de compteur de FPS affiché mais je pense qu'on a un petit peu plus de FPS. Je vais peut-être insister un peu sur ma RAM, mais par exemple, ça n'a pas du tout amélioré le temps de lancement du jeu et ça me fout la rage. Donc j'insiste sur là où je crois avoir des améliorations. Ma propre santé mentale. Ça coûtait pas trop cher, mais... Bon, le problème d'une fusée un peu rangée comme celle-là, c'est que il se passe moins de choses que sur nos fusées précédentes. C'est un peu moins folklorique, mais pour moi, c'est plus doux. Plus doux pour mes nerfs. Alors niveau comment dire, ratio poids poussé, on n'est pas trop mal. Je dis ça par rapport à d'éventuels lancements habités hein, sur cette fusée là. On n'est pas trop mal. Ça... Ah, bah d'ailleurs... Dis-moi que c'est pas le moteur central. Non, ok. Donc on a un moteur qui fait pas son taf. Bon, on verra ce que ça donne. Je pense que ça devrait aller. Bon, du coup, là ça marche plutôt bien, mais quand les deux moteurs poussent à fond, l'accélération est pas ridicule. Hein. Ça pousse un peu. C'est un petit peu trop pour des vols habités, il faudrait voir à mitiger tout ça. Alors,
Ah très bien. Je voulais couper l'autre moteur et tout faire de mon côté, mais MakeJeb s'en est chargé. Alors je vis 200 km, je suis pas sûr que la coiffe se sépare toute seule. Ah oui, donc d'ailleurs, puisque j'en parlais la dernière fois, c'est cet outil-là pour modifier l'apparence des fenêtres de MakeJeb. Je peux encore les déplacer, mais voilà, elles font un peu moins tâche. Et je trouve ça pas mal comme ça. 10 secondes, on va séparer la coiffe. Juste vérifier voilà, que les panneaux solaires ne se déploient pas tout seuls. Alors, je peux activer mes RCS. Bon, du coup, avec un moteur en rad, je suis pas certain qu'on atteigne l'orbite visée. Pour être tout à fait honnête. Je sais que j'ai déjà eu du mal à... J'ai déjà eu du mal à faire les missions précédentes, donc... Enfin, la mission précédente, donc... On verra. Donc l'idée c'est donc cet étage là, l'idée c'est qu'ils nous mettent en orbite, ça y a pas trop de problème. On va se mettre sur une orbite elliptique avec un... comment dire, une périgée relativement basse. Non, pas de bêtises, commence pas. Et une apogée qui s'approche de la hauteur géostationnaire. Et ensuite l'idée c'est de jouer entre l'APU pour allumer le moteur et le moteur principal pour faire nos grosses manœuvres. Je sais qu'en faisant mes simulations, j'ai plusieurs fois foiré tout ça. Je peux utiliser les touches 1 et 2 pour les activer et les désactiver rapidement, mais bon, c'est toujours pas ça. Et du coup, vu qu'on a des moteurs qui poussent vers l'arrière, je me suis permis de mettre les RCS vers le haut. C'est pas ma meilleure idée. C'est peut-être pas ma pire, mais c'est pas ma meilleure. Parce qu'en fait, du coup, à chaque fois que je veux allumer ce moteur-là, il faut que je pense à allumer ces moteurs-là avant. Bref. Mais ça se fait. Ça se fait. Et donc, oui, si de souvenir, quand ici, comment dire, quand je commence à m'aplatir sur mon orbite, je vais désactiver le guidage de lancement et je vais passer à un guidage manuel. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, ce moteur-là, il pousse un peu trop, je crois, ou un peu moins, ou le booster pousse trop. Bref, si je le laisse faire, il va commencer à piquer du nez et c'est pas optimal, sachant que là, je lui dis de fixer l'altitude à 200 km, mais en vrai, c'est pas grave s'il va au-dessus. Et le problème c'est que si je le laisse aller au-dessus, si je désactive ça pendant le vol, il fait n'importe quoi. Donc là par exemple, je vais arrêter ça. Voilà, orbite prograde. Et on va... Parce que ce moteur là, son autre avantage par rapport à ce qu'on avait avant, c'est qu'il peut s'allumer 3 fois. Et donc bah de manière assez réaliste, ça peut servir à atteindre des orbites un peu plus complexes. Donc là vous voyez que mon apogée va doucement remonter, mais là mon apogée qui va en fait devenir ma périgée est déjà à 235 km. Donc on va pas atteindre les 200 km que je lui avais spécifié avant, mais en fait on s'en fiche. Nous on s'en fiche. Et je vais vider mes réservoirs parce que cet étage là va partir dans les... Ah non, non je vais peut-être les garder pour le désorbiter. C'est pas mal parce que là on était pas loin de notre... Ah bah oui ça y est. Alors. Bon, pour l'instant, lui, il pose pas de problème, mais à terme, je pourrais pas l'allumer aussi facilement. Faudra que j'y fasse attention quand même. Donc objectif, qu'est-ce qu'on a dit Est-ce que je peux voir l'altitude de notre satellite cible? 35,8 mégamètres, ok. Ok, on arrive en orbite, et là on va commencer à... Bon, j'avais fait le tri hein, de mon orbite, mais j'ai refoutu le bordel. Comme ça. Voilà, là on est en orbite et on va commencer à bien pousser notre altitude. Donc dans l'ordre, on va pousser notre apogée, pardon, jusqu'à atteindre la hauteur géostationnaire. Ensuite, on va voir si on est en phase ou pas avec ce satellite. Donc lui, il fait le tour en 24 heures, hein, c'est son but. Nous, là, on va faire le tour en une douzaine d'heures, je crois. Non, moins que ça, 5 heures peut-être. Quelque chose comme 5 heures. Donc l'idée, c'est de rester peut-être sur cette orbite de transfert, au moins sur une orbite. Ensuite, on se met
sur une orbite circulaire, et enfin on se met sur une orbite équatoriale. Voilà. Et avec un moteur qui peut s'allumer que 3 fois, c'est pas évident. D'où l'intérêt d'avoir ces moteurs secondaires. Mais ils ont pas non plus accès à énormément de... Et d'ailleurs, est-ce que je suis pas trop bête? Est-ce que je pourrais pas les faire tourner à l'hydrazine? Comme ça j'ai pas à me poser de questions. Bon, à vérifier. Mais si on a un problème sur ce vol, j'y penserai. Et donc ces réservoirs-là... Je fais ça pour mon cerveau, mais ça sert à rien. Ces réservoirs-là, ils ont ce dont ces moteurs-là ont besoin, ce dont l'APU a besoin. Et donc c'est deux choses différentes, mais ça reste des petits réservoirs et c'est pas des moteurs qui ont une efficacité énorme. Donc c'est pas... Je peux pas faire n'importe quoi avec ça. Et puis ils sont très peu puissants. Donc pareil, enfin voilà, je suis pas complètement libre de ce que je fais avec ça. Bon, on va commencer à atteindre des orbites intéressantes. Alors, est-ce que je vais me perdre? Ouais, 4 heures. Plus exactement à combien on est une fois qu'on sera sur notre orbite de transfert. Je sais pas exactement quelle est la... Une dizaine d'heures peut-être? Ou peut-être 12 heures, c'est peut-être la moitié. J'avais ça en tête, mais... Ah! Pourquoi? On va faire ça là. C'était pas le moment hein, de me faire ça. Ou je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça a l'air d'aller. Donc, je vais me permettre de sauvegarder. Et la question c'est, quand on arrive là-haut, quand on arrive là-haut, où est ce satellite-là? L'idée c'est d'en envoyer 4, donc de les mettre à peu près aux 4 coins. Mais je suis pas sûr d'y arriver tout de suite. Après, je peux aussi le faire sur plus longtemps et laisser le satellite drifter un petit peu, mais... Ouais... Alors, lui... Il est 35,8, 35,7, donc je suis un petit peu haut là, à 35,9. C'est pas très grave, je pense. Si ça va rien coûter de modifier ça tout de suite. Voilà, on va activer l'APU, on va désactiver le moteur principal et on va commencer à tirer parti de ces tuyères secondaires là. Elles sont pas là pour rien. Je vais abaisser un tout petit peu mon orbite ici et après on va aller à 35 000. Allez, 35,8, 35,7. Ici je vais aller à 35,8, donc on va se dire... 35 700. Juste. Ok. Ça, ce sera prêt pour tout à l'heure. Je donne un petit coup de frein. Et après, on accélère. Ok. Ouais, ça ira. Ok. Et vous voyez, 1470 mètres par seconde. 1900, on est... Ça compte pas comme un allumage, ça. Non. Ouf. Je peux avoir un peu d'énergie avec ça. Pas sûr. Hein. Bon. Je vais re-sauvegarder. Je suis un peu nerveux, je sais que ça peut mal se passer, j'ai pas envie de le refaire 3 fois. Ah, on a dit que déjà on accélérait là-bas pour voir ce que ça donnait.
Ouais, c'est bien ce qui me fait peur. Alors, l'orbite, on est à 10 heures de période. Ce qui fait que si on attend... Parce que là, on va arriver globalement au même endroit, c'est normal, parce que ce satellite-là, je l'ai lancé dans la foulée. En fait, et c'est le propre du géostationnaire, c'est que si on fait 2 fois le lancement, on arrive 2 fois au même endroit. J'aurais peut-être pu y réfléchir avant, mais c'est pas grave. On va accélérer un peu. Bah du coup, on va attendre une orbite de plus. Voilà. Arrête de... Ah, n'importe quoi, toi. Bon, il veut y aller, il veut y aller. Euh... Batterie. Oui, j'ai au moins 24 heures et en vrai beaucoup plus, une fois que l'avionique s'est éteinte. Allez. Ok. 2 jours, oui, bon, ça suffira. Si j'attends un tour, il est à peu près de l'autre côté de la planète. Bon, c'est pas trop mal. Par contre, ça va poser problème pour les autres. Oh, j'attends 2 orbites, puis 3 orbites. Ça va prendre un peu de temps, mais ça devrait aller. Euh... Ah oui, c'est là que ça devient compliqué. Non! Voilà. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que je demande à MacJeb de faire la manœuvre à ma place, parce que je suis un flemmard. Sauf que pour allumer ce moteur, il faut d'abord que j'allume ces moteurs-là, sauf que si j'ai que ces moteurs-là d'allumer, il considère que mon TWR est tout petit, et donc il me fait démarrer bien trop en avance. Donc il faut que je... Oh non! Hmm. Bon bah ceci dit, c'est pour ça que j'en ai construit d'autres. Hein. Bon bah on va... On va recommencer. Bon, moi, on sait que globalement, ça marche. Attendre une orbite, ça suffira. En vrai, je pourrais même attendre en orbite basse. Mais ça va me coûter un peu plus de delta V parce que l'étage supérieur de la fusée va faire un peu n'importe quoi. Mais c'est peut-être faisable. Et sinon, attendre 2 orbites, je pense que... D'ailleurs, on va faire ça. Qu'est-ce qui se fait si j'attends 2 orbites? Ouais, c'est pas incroyable, mais... Je pense que ça suffira pour faire une couverture. Parce que du coup, mon idée c'est de... Donc, quand on renverra ce satellite-là, l'idée c'est d'attendre une orbite et donc de le placer quelque part par là. Ensuite attendre pour le satellite d'après 2 orbites et donc le placer quelque part par là. Et pour celui d'après 3 orbites et donc de le placer quelque part par là. Donc en fait je dis par là mais on est au-dessus de... Pas grand-chose. Quoi ça? Au-dessus de l'Inde, ici on doit être au-dessus de l'océan Indien. Celui-ci il est au-dessus de l'Afrique peut-être. Entre l'Afrique et l'Inde. Et les autres, ils seront au-dessus bah, au-dessus de l'Amérique du Sud. Si possible, un peu avant, un peu après. Peut-être Pacifique, Atlantique, ce serait pas mal. Bon, bref, on verra. En attendant, toi, je vais essayer de te ramener sur Terre, parce que de toute façon, tu me serviras à rien. D'ailleurs, pour être sûr de le ramener sur Terre, on va hydraziner NTO. Ouais, c'est ça. On va vider les réservoirs. Non. L'idée là, c'est de le faire rentrer dans l'atmosphère, être sûr qu'il brûle et que j'ai pas des débris
sur mon orbite de transfert. Et pour être sûr de pas perdre trop, je vais vider mes réservoirs avant. Alors l'hélium, bon, pas besoin, ça pèse rien. Ok. Voilà. Maintenant, on vide le RCS. Et 115 km, on est tout juste dans l'atmosphère. Ça suffira. Bon, bah, on est reparti pour refaire la même chose dans quelques temps. Il faut que je sorte la fusée de son hangar quand même. Ça va prendre quelques jours. Ah si, et l'autre problème que j'ai, c'est que pour la suite des contrats, il y a notamment les contrats d'orbite habitée avancée, donc en gros juste des contrats habités un peu plus compliqués, avec notamment des sorties extravéhiculaires. Et pour faire ça, il me faut une capsule améliorée, et les capsules améliorées elles coûtent à peu près un rein. De souvenir, c'est genre 400 000 pour la débloquer, et je suis très très loin d'avoir ce genre d'argent, donc bah, je sais pas comment on va faire. On va meubler, ou alors on va essayer l'avion spatial, ce sera peut-être un petit peu plus simple. À voir. Euh... Alors, faut réparer le pad déjà, certes. Pourquoi je peux pas rollout? Oui. Ok. On va sortir le 1A, tant qu'à faire. Ah non, j'ai plus d'argent. Toi, doucement, quand même. Voilà, mieux. Ok. Et bah on prend les mêmes et on recommence, hein. Ok. Tac tac. Ah tiens, il y avait pas de problème tout à l'heure. Je crois pas. Tant que ces moteurs-là me font pas de problème. Qu'est-ce que j'ai comme données dessus? 2h23 entre les échecs. Ouais, c'est pas terrible. Ceci dit, j'ai quand même plus de la moitié des données de vol. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent pas le modpack. Euh, alors, tout ça, c'est ce qui est relatif au moteur lui-même. Sa stabilité, machin, sa puissance, combien de carburant ils vont laisser dans les moteurs, dans les réservoirs, tout ça. Son ISP, bref. Et ici, il y a tout ce qui est relatif à la fiabilité du moteur et au mode test flight qui gère les échecs. Et en gros, on a l'allumage, la durée de l'allumage en cours, combien de temps on peut le faire tourner en restant fiable, euh, la durée moyenne entre deux échecs du moteur. 2h23, c'est vraiment pas terrible. Les flight data, donc ça, vous voyez que ça monte petit à petit. En fait, à chaque fois qu'on utilise un moteur en vol, on gagne des données dessus. On a plus d'infos et donc petit à petit, ça les rend plus fiables. Ça augmente cette durée variable. Pourcentage de chance d'allumage,
C'est simplement si on devait rallumer le moteur, je crois. Là, par exemple, on aurait une chance sur 3 qui s'allume pas. Ignition penalty for Q, ça je suis pas certain. Je pense que c'est, vu comment ça varie, je pense que c'est un multiplicateur qui a été ajouté pour qu'il ait plus de chances de rater à max Q, pour une raison qui m'échappe. Rallumage et pas de rallumage, et extinction, ça nous intéresse pas. Voilà globalement les infos qu'on a sur cette fenêtre. Il faut que je vire KOS parce que je m'en sers pas et que ça pollue mes graphiques. Bon, premier lancement de nuit de la Steria 2, du coup. On voit rien. Et lui, j'ai cru comprendre qu'il... Attendez, comment ça, Geosat 1C? J'ai pas lancé le 1C. Pourquoi il m'embête avec? Ah si, c'est lui. Et lui, il commence à plus avoir de batterie. C'est pas très grave. Bon, séparation des boosters, ça va pas poser de problème. Enfin, les boosters ont pas posé de problème, c'est déjà ça. Et vous voyez qu'à sur la fin, 5G, si on avait une capsule en haut, ce serait un petit peu limite. Bon, ça se fait, hein. C'est pas terrible. Surtout pour l'éjection, d'ailleurs. Bon, ce moteur-là, il pose jamais de problème. Et pourtant, il devrait, mais... Et vous voyez que je le pousse bien au-delà du temps pour lequel il a été conçu, mais je reste dans les limites. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Oh... Oh, la fatigue. Euh... je me l'autorise. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de refaire ce lancement. De toute façon, j'ai construit les trucs de rechange, donc au pire, ils vont juste me coûter de l'argent. Non, au pire, je les lancerai. Je préfère les lancer plus tard, c'est pas grave. Je prends les coups. J'ai pas envie de refaire le lancement tout de suite. Vous n'avez rien vu. Voilà, par exemple, on est à la limite de ce que je m'autorise. C'est un peu abusé, je dois l'avouer. C'est un gros coup de flemme. Voilà, ça arrive. Sinon, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais à part ce genre de cas où juste j'ai un gros coup de flemmardise, sinon je réserve ces fonctionnalités aux bugs. Parfois, bah, notamment sur les missions lunaires, on a vraiment eu des trucs euh, qui nous empêchaient de compléter un contrat, par exemple, ou alors qui fonctionnaient pas comme ils devraient fonctionner sans aucune raison apparente. Dans ces cas-là, je m'autorise en général soit à revenir en arrière si je peux, soit à compléter le contrat de force, ce genre de choses. Parce que ça fait certes un peu partie du challenge, mais quand c'est juste le jeu qui triche, je me permets de répliquer. Et je trouve pas ça intéressant. Là, par exemple, je trouve pas ça intéressant de repasser... Non, évite de ramer, s'il te plaît. Je trouve pas ça intéressant de repasser 5 minutes à sortir une nouvelle fusée qui de toute façon finira par partir et qui m'a déjà coûté l'argent que doit me coûter, donc à part hein, une perte de temps, c'est pas un... Comment dire? Ça va pas impacter notre jeu. À la limite, peut-être qu'une autre aurait raté, j'aurais dû en reconstruire une, mais voilà, c'est pas très très intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai fait de débile? Bah tout simplement le staging qui était pas bon, pour changer. Pour le staging pas bon, je devrais mettre un veto, hein. Le staging pas bon, c'est ma faute et je suis pas censé revenir en arrière. Voilà. Bon, encore une fois ça vole bien, tant mieux. Ah 10 secondes, je vais séparer la coiffe. Le RCS est activé. Je trouve ah, 1, 2.
trouve la flamme de cette version du moteur un peu faiblarde quand même. C'est très joli quand c'est comparé aux flammes des boosters latéraux, mais quand c'est tout seul, c'est un peu tristoun. Bon, on est reparti pour l'étage supérieur. Qu'est-ce qu'on a comme news en ce moment? À part le trailer de GTA V qui a envahi ma... de GTA 6, ouais. Qui a envahi ma TL. Ah si, on a Avio. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe avec Avio. Je sais vraiment pas ce que va donner leur avenir. Honnêtement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont... on est là, début décembre. Ils ont perdu 2 étages de fusée. Non, pardon. Ils ont perdu 2 réservoirs qui devaient servir à la dernière Vega, Vega tout court, qui était censée partir en 2024 avec un satellite européen, mais en fait c'est un autre satellite, mais bref, ça à la limite c'est pas grave. Il y a un satellite européen qui devait partir dessus en avril prochain. Et en gros, bah d'ailleurs c'est un bon exemple. Au dernier étage de Vega, donc Vega c'est principalement des moteurs à poudre, pour les 3 premiers étages même, et le 4e étage c'est un tout petit étage euh, avec des petits réservoirs comme ça. Et ils ont perdu 2 de ces 4 réservoirs. Et comme la chaîne d'assemblage est fermée parce que Vega est plus censé voler, bah ils savent pas trop comment ils vont les reconstruire. Et du coup, de ce que j'ai lu, alors tous les articles viennent de. Enfin, l'histoire vient de European Spaceflight, qui est un site de news spatiale européenne. Que là, ça colle. En vrai, il va se passer quoi? Bah, en gros, de ce que dit le papier, ils ont 2 options. Option 1, essayer de... Comment il dit ça? Option 1, c'est essayer d'utiliser ces 2 réservoirs-là qui traînent, qui étaient sur un article de test de Vega, qui a été construit avant qu'elle vole, ou après, enfin bref, un article d'essai qui a été construit qui est pas censé voler. Et l'idée c'est d'utiliser ces 2 réservoirs. Le problème c'est que, ils ont pas été construits pour voler, mais ils ont peut-être été construits avec les mêmes contraintes, auquel cas ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais ce qui reste comme complication, c'est que c'est des réservoirs qui ont genre 10 ans. Et que remettre à jour un réservoir de 10 ans, ça se fait pas forcément comme ça. Ah, c'était une erreur là. Bon, dommage. Donc l'idée c'est... La première idée c'est de... D'ailleurs on a toujours 4 réservoirs ici, donc la logique reste intéressante. Soit donc utiliser les 2 articles, les 2 réservoirs qui traînaient dans leur stock. Soit utiliser le... Donc l'étage, le 4e étage il s'appelle le AVUM, AVUM, c'est un acronyme je pense. Et sur Vega C il y a le AVUM Plus, qui est une version améliorée de cet étage-là. Et l'idée ce serait d'utiliser des éléments de l'AVUM Plus sur l'AVUM normal pour la dernière Vega. Le problème c'est que ça n'a jamais été testé et ça ne pourra pas être testé avant. Donc en gros l'idée c'est de faire confiance à Avio. Avio de faire confiance à Avio pour recréer un espèce d'étage de Frankenstein avec des bouts de différents étages pour envoyer une charge utile européenne. Voilà, voilà. Et je pense que personne à l'ESA n'a trop envie de faire ça. J'imagine mal en tout cas. J'imagine mal. Enfin, j'imagine mal les gens impliqués être très contents de cette solution-là. Peut-être, enfin, là comme ça, je pense que la solution d'utiliser les réservoirs qui traînaient est la plus propre. Mais on voit ça d'un œil très extérieur, donc c'est pas... C'est difficile de statuer comme ça. Et puis ça tombe vraiment au pire moment. Il n'y a jamais de bon moment pour un truc comme ça, mais ça tombe vraiment à un moment où Avio est à la fois en train de demander son indépendance, et je pense que c'est très mal vu. En France, c'est sûr que c'est très mal vu, parce que ça nous plaît pas et parce que ça heurte un peu notre ego. Et je pense qu'en Europe, de manière générale, c'est pas très bien vu. Parce qu'ils veulent en gros s'émanciper d'Arianespace et vendre Vega de leur côté comme une entité privée, quasiment.
Vega C est déjà à l'arrêt parce qu'elle a eu un problème avec une tuyère. Donc en gros, Avio n'a plus de lanceurs capables. Enfin là, aujourd'hui, leurs 2 lanceurs sont cloués au sol. Et donc tous les lanceurs européens sont cloués au sol parce qu'Ariane 6 est à la traîne. Donc l'ambiance est moyenne. Et donc en plus de ces de ce premier lanceur, enfin de ce nouveau lanceur qui est déjà cloué au sol, du fait qu'ils prennent leur indépendance de manière un peu enfantine, alors je dis ça volontairement en poussant un peu, mais bon voilà, pour quelqu'un, je pense à l'ESA qui est pas lié à Avio, ça peut avoir ce genre de ressentiment. Et ce problème qui tape en plus, et puis c'est vraiment débile, hein, c'est perdre des réservoirs d'un étage, en gros pendant la révision d'un bâtiment, la rénovation d'un bâtiment, les réservoirs n'ont pas été ajoutés à l'inventaire global de l'entreprise, et donc ils les ont pas suivis, et puis ils sont partis à la benne, et maintenant ils ont retrouvé les 2 réservoirs, mais ils sont à la benne quoi. Et ils peuvent pas être utilisés, donc... quelle autre possibilité que Vega? Bah... J'ai bien une idée, mais ça va pas plaire. Mais je suis presque sûr que ça pourrait être réadapté sur Falcon 9. Après, ça coûterait probablement plus cher que d'attendre que Vega s'en sorte. Parce que ça veut dire revérifier toute la mission, enfin voilà, c'est pas évident. Mais je pense que si jamais Avio dit bah on peut rien faire avec Vega, soit ça veut dire attendre une Ariane 6, et si la charge utile pouvait voler sur Vega, je vois mal comment on pourrait justifier de toute une Ariane 6. Et puis sinon, bah c'est Falcon 9 quoi. Falcon 9 ou peut-être Electron, mais je pense que le satellite est trop lourd. Je sais pas, l'Antares, la future Antares, elle sera pas prête, enfin elle sera pas disponible sur le marché je pense. La Neutron non plus, d'ici début d'année prochaine. À la limite aller voir chez les Chinois, mais en ce moment ça m'étonnerait, ou les Russes, mais pareil. Donc je pense que soit ça attendra Vega qui coûte que coûte, soit ça partira chez SpaceX. Et euh, dans le futur, Vega devrait être au moins concurrencé, sinon remplacé, si tout va bien, par les lanceurs de MySpace. Entre autres, hein, pour rester sur la partie publique de notre spatial, on a les lanceurs de MySpace qui devraient... Bah, en gros, Themis, Callisto, ce qui vient ensuite, c'est des petits lanceurs conçus par MySpace, du coup, avec le moteur Prometheus de l'ESA, etc. Et j'ai pas de figure... en anglais. J'ai pas de données en tête, mais je pense que les lanceurs de MySpace pourraient remplacer Vega. Mais Vega, en vrai, Vega est censé avoir un avenir assez intéressant, hein. Alors je me concentre juste un peu. 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, suffira. Ensuite, on va utiliser nos moteurs d'appoint. Moteurs d'appoint que je peux allumer autant que je veux, hein, c'est pour ça que je me permets. Ensuite, ensuite, je vais accélérer à la main parce que j'ai un petit peu peur de... 7 jours même. Bon bah très bien. Ouais, donc Vega est censé avoir un avenir assez radieux, hein. Avio prévoit... donc il y a Vega C, ensuite Vega E avec un moteur supérieur au méthane qui permet de faire plus de missions, etc. Ensuite, ils sont censés aussi étudier les possibilités de ce qu'ils appellent Vega... C'est pas grave. Vega Light. Alors Vega E Light ou Vega C Light, je sais pas si... Voilà. Ou un dérivé de Vega, en tout cas plus petit. Apparemment, ils sont aussi en train de plancher sur un dérivé de Vega plus lourd. Ou en tout cas une amélioration de Vega avec en partie des choses réutilisables. Et je sais que, d'ailleurs, alors je sais pas à quel point je suis censé en parler, mais c'est public, donc il n'y a pas de raison. Tous les ans, l'ESA propose des stages, notamment des stages de propulsion, et dans ces stages de propulsion, il y a notamment un stage qui s'appelle, en gros, l'idée c'est de bosser sur le moteur M10 au méthane, censé équiper les futurs Vega, enfin qui est censé équiper Vega E, pardon. Ah, attendez, je mets juste ça là, 35 700. Donc, ouais, donc ce fameux stage, il y a 2 sujets. Un stage de propulsion proposé par l'ESA, et tous les ans, il y a 2 sujets depuis au moins 2 ans.
Un sujet, c'est de bosser sur le M10 qui va équiper Vega E avec du méthane. Et l'autre sujet, c'est... comment ça s'appelle? Le HTE, je crois. High Trust Engine. Ou Engine, pardon. Et en gros, c'est un moteur qui est censé servir chez Avio. Un moteur haute puissance dont on sait pas grand-chose. Et je suppose que c'est pour équiper une future fusée. En gros, c'est un truc pour qui marcherait un peu comme le Prometheus, mais made in Avio, quoi. Un petit moteur capable de booster une Vega ou quelque chose d'un petit peu plus gros au premier étage, pour peut-être pour se débarrasser un petit peu du moteur solide, ou alors adapter le moteur solide, mais c'est aussi toute une partie de la complexité de Vega, c'est que Vega c'est du moteur solide à la fois parce que c'est censé être plus simple et moins cher, ça l'est pas trop, mais c'est censé l'être, et aussi parce que, et c'est pour ça qu'on a du solide sur Ariane 6, c'est parce qu'en France, on utilise beaucoup ces moteurs solides pour notre propulsion nucléaire, et donc on sait qu'on aura pendant encore des décennies une filière de la propulsion solide en fonctionnement. Et donc, tant qu'à faire, autant en tirer parti sur Ariane 6 parce que ça marche très bien comme booster d'appoint. Même si ça va bientôt trouver ses limites avec la réutilisation, tout ça, mais ça c'est moins... peut-être un petit peu moins important. En tout cas, c'est aussi l'intérêt de voir à la fois Vega et Ariane 6, c'est que les boosters de Vega sont aussi les boosters latéraux, enfin les premiers étages de Vega, aussi le booster latéral d'Ariane 6, etc. Enfin, l'idée c'est que ça coûte moins cher en bloc, quoi. Et si Vega s'en sépare un petit peu, déjà, est-ce que Avio a les compétences? Ben, c'est pas sûr. Enfin, bon, voilà, il y a plein de problèmes qui se posent. Ok. Normalement, ma manœuvre est réussie. Donc là, si ce moteur-là ne fait pas des siennes, d'ailleurs, à combien il est? 10h25 entre... Ouais, celui-là, j'ai toutes les données, donc normalement, il devrait pas rater autant. Bon, c'est pas grave. Mais ceci dit... en fait, je vais commencer à dépasser le temps d'allumage requis. Enfin, préconisé, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est d'avoir... Donc l'inclinaison... Ouais, l'inclinaison en dessous de 1 degré, je l'aurai pas tout de suite, mais ça c'est pas grave. Et surtout, l'orbite, il faut entre 23h54 et 23h58, donc j'ai 4 minutes de marge sur mon orbite, c'est pas terrible. Mais ça, je peux l'améliorer à la fin. Je peux faire à la fin avec mes fameux moteurs d'appoint, qui sont là pour ça. Et ensuite, il faudra un dernier allumage pour me mettre sur une orbite équatoriale. Bref, voilà le dossier Vega. Je connais un petit peu parce que bah, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'ai l'impression de radoter. Mais voilà, j'ai bossé un peu sur Vega en stage l'année dernière, mais sur l'aérodynamique, donc rien à voir avec ça. Mais de fait, j'étais proche du dossier. Et j'ai vu passer les stages de l'ESA, donc ça rajoute un peu de moulin à tout ça. Et puis on a des communications de temps en temps d'Avio qui dit vouloir explorer tel ou tel aspect. Enfin voilà. On verra bien ce qui s'en... Et j'ai du mal à savoir si le fait qu'Avio se sépare, ce soit un bon calcul pour eux. Je sais pas si c'est un bon calcul ou si c'est souhaitable ou non pour Ariane Espace. Et Ariane, je suis pas certain, mais en même temps, vu ce que donne Avion en ce moment, ça peut peut-être nous pousser à développer Prometheus un peu plus fort, enfin, ou Maya Space un peu plus fort. Bon. Ok, donc niveau période, on est bon. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est changer mon inclinaison. Ça va me prendre quand même 200 mètres par seconde, hein, c'est pas rien. Et c'est dans 16 heures, donc j'ai bien fait de prendre de l'électricité supplémentaire. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si sur... Bah, là, Cause en fusée, je sais pas où t'en es, mais si sur la rediffusion des jeunes nous écoutent, sachez que... Enfin, des jeunes, des gens de mon âge, en gros. Sachez que MySpace propose des stages aussi. Alors, pas en propulsion, parce que la propulsion, c'est pas eux qui gèrent. Mais ils proposent des stages en mécanique des fluides, ils proposent, je pense, pas mal de stages en numérique. Et ils sont basés à la Défense et à Vernon, ils vont... Enfin, ils travaillent avec Vernon. Ça peut être des bonnes idées de stage. Ce spectacle que le spatial européen ces temps-ci, ouais, un petit peu, ouais. Bah, jusque-là, j'avais tendance à dire, bon, c'est pas très grave, on a toujours une Vega qui traîne. Mais en fait, enfin, que Ariane 6 soit en retard, ça me dérange pas tant que ça.
Qu'Ariane 6 soit en retard, ça me dérange pas tant que ça, parce que évidemment qu'elle sera en retard, c'est une fusée... c'est une fusée importante, c'est une grosse évolution, tout ça, bon. Évidemment qu'elle sera en retard. Mais oh non, il a raté. Mon moteur il est cassé. Et ma période a raté en plus. Enfin ma période de... Pardon, ma période de... La période de mon orbite a divergé. Ici, le vol d'un lanceur européen, le Falcon 9 aura dépassé les 300 vols. Oui, oui, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Je disais, ouais, ça me dérange pas trop qu'Ariane soit en retard, mais si en plus Vega est inutilisable, ça la fout vraiment mal, quoi. Et effectivement, alors j'ai pas les chiffres, mais ça m'étonnerait pas, ouais, que la Falcon 9 dépasse. On est à 250 là, je crois. Donc ouais, ouais, d'ici là, peut-être... Alors ça m'a l'air un petit peu juste, mais ouais, peut-être qu'ils auront... Attendez, je fais n'importe quoi. J'aurais dû faire comme tout à l'heure. Et vous voyez, mon Delta V, il descend presque plus, alors que... J'aurais dû faire ça avant, je suis trop bête. Je suis pas... efficace ce soir. Et je pense que ça suffira pas. Sous de 1 degré, on est encore à 1,6. Je pense qu'on va devoir de toute façon refaire un lancement. Ah non, j'ai dépassé les 40 ans, mon ami, les stages c'est fini pour un... Oui, bon, voilà. Mais sur la rediffusion, si je sais que sur le... Je sais que sur le... Ah, 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 pardon. 23h51. Je sais que sur les lives, régulièrement, on a des jeunes ou des très jeunes, donc, ou des gens à peu près de mon âge, qui peuvent être en recherche de stage, donc je me permets de faire les remarques. Je suis périmé. Oh, comme c'est méchamment dit. Est-ce que tu travailles dans le domaine d'ailleurs? Est-ce que c'est simplement une passion ou est-ce que tu fais partie de la Team Space européenne, j'imagine? Ou canadienne d'ailleurs, peut-être? D'ailleurs, mais c'est pas dit sur ton Twitter. C'est peut-être dit sur ton Twitter. C'est pas dit sur ton Twitter, ça va. J'ai fait mes devoirs quand même. Alors, 23h. Donc là, le seul problème, c'est que ma période est pas assez longue. Bah voilà! Je sauvegarde, je vais me mettre en normal plus. L'idée c'est que là quand je vais séparer le satellite, il va un petit peu changer d'orbite. Et je me permets de... J'ai déjà sauvegardé mais... Je vais garder en... Je vais me permettre là par exemple de revenir en arrière si la séparation me sépare trop de mon orbite visée. Parce que ça c'est un truc pour lequel sur lequel j'ai pas vraiment pas vraiment la main, pardon. Et je peux pas l'anticiper. Parce que alors, normalement eux ils sont mis au minimum, mais à chaque fois ils me font des surprises. Ouais. Ah mince, alors attendez. Pareil, un peu de cheat, mais là c'est simplement visuel. Voilà. Ça ne changera absolument rien, il produira pas d'énergie, c'est juste que j'ai envie qu'il soit déployé. Voilà, ça fait des belles photos. De toute façon, je peux pas le contrôler, ça ne change rien. Et mon étage ici, tant que j'y pense. Ça devient un débris. Ok. Bon bah voilà, ça c'est fait. Plus que deux lanceurs, plus que deux satellites à lancer, pardon. Pas du tout, je suis indépendant en dev électronique, on va dire. D'accord, oui, donc effectivement, rien à voir. Donc c'est une passion. C'est très bien, hein, c'est une question pas... Je dis ça par pure curiosité, mais... Alors, on a toujours 45 jours devant nous avant le lancement. Je vais juste revérifier quand même. Earth, Vénus. On va pas essayer de s'arrêter. Prochain lancement. 9 janvier 77, ça a l'air de coller, hein.
Ouais, c'est ça. De 43 à 45 jours. Je préfère. On va essayer de lancer un peu en avance. Parce que j'ai déjà eu la mauvaise surprise en faisant une simulation de lancer et de me retrouver en orbite alors qu'il n'y avait plus du tout ce que je voulais. Enfin, il n'y avait pas l'option que je voulais. Ah, c'est pas ça que je veux dire. Il n'y avait pas, pardon. Là, j'avais raté la fenêtre de tir. Voilà. Euh... Bon, bah, ouais, on va avancer. On gagne des sous, c'est pas mal. On a développé des moteurs solides. Tiens donc. J'ai fait ça, moi. D'accord. Oh, ça pourrait servir. Alors, pas cela peut-être, mais. Peut-être pas cela non plus d'ailleurs. Ouais. Euh... Ouais, bon. Bon, je l'ai développé pour les développer, mais... C'est pas là que sont les tours d'éjection? Est-ce qu'elles sont du coup? Euh... Ah si, c'est censé être là, hein. Ah oui, d'accord. Ok, c'est plus loin. Pas de soucis. Ouais, c'est bon, c'est paradoxal, hein, parce que c'est un peu ma formation, mais la propulsion solide, pouh. C'est peut-être parce que c'est ma formation que ça me saoule un peu, mais... C'est ma formation, c'est une partie de ma formation, disons. B, C, D, on va lancer le D, hein, tant qu'à faire. Donc le A est en orbite, le B est en orbite, le C fait n'importe quoi. Et on va lancer le D. Et donc, si je dis pas de bêtises, un B. Attendez. Un. Ouais, c'est ça, il m'en reste deux. Donc il faut que les deux se passent bien, sinon il va falloir que je refasse une fusée. Ni. Niveau fond, on est vraiment pas... C'est pas glorieux encore, hein. Bon bah, lancement, hein. Ça va pas être le live le plus passionnant de l'histoire de la chaîne, hein. Je pense qu'on va faire 4 fois le même lancement. Et vu que je suis crevé et que j'ai une grosse semaine, je pense qu'on va même pas faire le lancement vers Vénus. Par contre, d'ici, par exemple, je pense que jeudi soir, ou je vérifie. Mais je pense que jeudi soir, on refera un live. Et cette fois-ci, on partira vers Vénus. Pour me rattraper. Alors. Sun Guidance. Gauge. Toi, t'es bien placé cette fois. Assez fourbe, hein. Ok, décollage réussi. A chaque fois, je pense à mettre ma souris là-dessus parce que si je vois qu'un moteur ne s'allume pas avant le décollage, j'ai encore possibilité de sauver la mise en annulant tout et en récupérant la fusée. Le problème, c'est que si j'ai pas mon doigt sur la gâchette, il y a moins que la fusée parte malgré tout. Je crois pas que MacJeb se rende compte. Enfin, il se rend compte que les performances de certains moteurs se dégradent, mais il se rend pas compte qu'il y a un problème et il arrête pas le compte à rebours tout seul. On accélère un petit peu. Un petit peu beaucoup même. On en est où sur ces moteurs? Ouais, on a quasiment toutes les données de vol. Je vais pas dire ça parce qu'ils vont me claquer dans les doigts pile quand je dis ça. Lui, on n'y est pas encore, hein. Ce moteur-là, il a toutes les raisons de me claquer dans les doigts, hein. Parce que je le fais tourner pour plus que 182 secondes. On a clairement pas... Là, on va tout juste atteindre la moitié de données de vol. 1h95 entre les allumages. Pour des allumages qui durent plusieurs minutes, c'est... Ouais. Et donc pourquoi je me permets de le faire tourner plus longtemps que prévu? Parce que, alors on le voit pas ici, mais dans l'éditeur, enfin dans le VAB, je peux voir pour quelle durée il a été certifié, entre guillemets, donc pour quelle durée il est prévu, et jusqu'à quelle durée il a été testé en fonctionnement nominal. Donc je connais en gros sa vraie limite théorique, et la limite pour laquelle il a été conçu. Et comme on est dans KSP, bah, je me permets d'aller royer un petit peu. Oula. Plus violent que d'habitude ça. Oh dis donc.
La Lune et Saturne côte à côte, c'est joli ça. Alors, il faut que je pense à prendre des screens. Ah, je prendrai un screen quand le... mince. Quand le satellite se sera déployé, ce sera plus parlant. Bon, jusque là, pas de problème. Enfin, je crois pas. J'ai pas vu le moteur principal bugger. Ah, et puisque je vous bassine dessus pour chaque live, sachez que j'ai toujours pas de nouvelles de mon stage, donc je vous en parle toujours pas. Voilà. Toujours pas une idée particulièrement intéressante, mais j'attends d'être sûr pour pas... Et encore une fois, je vous en parle parce que ça vous intéressera. Enfin, au moins un petit peu. Alors, on commence à arriver au stade où ça fait un peu n'importe quoi. Voilà. Maintenant, à la main. On est à 1 minute 15 de l'apogée, on va même... Alors c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais... Forcer un petit peu le... En même temps, si je fais ça, je reviens au même que... C'est pareil que... Si Magab le faisait pour moi, donc... Alors lui, je peux pas moduler sa puissance. Non, j'ai pas l'impression. Non. C'est pas encore... ça arrivera hein, d'ici quelques lives, des moteurs où je peux vraiment moduler la puissance, mais... En fait, c'est finalement assez rare. On n'a pas l'habitude quand on joue à KSP stock, enfin KSP dans sa version classique. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de prendre en compte, mais la plupart des moteurs, dans la vraie vie, ne peuvent pas ou pas beaucoup moduler leur poussée. Les moteurs qui servent à atterrir, évidemment, c'est le cas. Enfin, c'est souvent le cas. Mais c'est pas le cas de la plupart des... Par exemple, les moteurs d'Ariane, je suis pas certain qu'ils modulent beaucoup leur poussée. Oui, si la module, c'est sûrement entre, je sais pas, 50... ils descendent sûrement pas en dessous de 50% et ils vont peut-être au-dessus de 105, enfin ils doivent aller peut-être à 105%, mais voilà. Et alors oui, on peut avoir des moteurs qui tournent à plus de 100% de leur poussée nominale parce qu'ils sont... alors je sais pas exactement si c'est parce qu'ils sont adaptés, que leur poussée nominale est calculée à une certaine altitude, ou... Voilà. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est une histoire En fait, le 100% est pas fixé au 100%, au vrai 100%, il est fixé au... soit un optimum industriel, soit un optimum... Enfin, soit une condition... genre une condition au décollage ou quelque chose comme ça. Faudrait que je me renseigne sur exactement comment est définie la poussée. Enfin, ce fameux 100% de poussée. Un Merlin 1D de souvenir, c'est 30% de poussée minimum. Ouais, c'est possible. Bah, sur la Falcon 9, par exemple, déjà, il module la poussée en éteignant et en allumant des moteurs. C'est comme s'il diminuait la puissance d'un gros moteur principal. Et en plus de ça, il module la poussée du moteur qui sert à l'atterrissage. Et d'ailleurs, 30%, ouais, c'est sûrement quelque chose dans ces eaux-là. Et en tout cas, même à sa puissance minimum, il est bien trop puissant et c'est pour ça que la Falcon 9 se pose avec ce fameux Suicide Burn. Contrairement par exemple à la New Glenn ou à la New Shepard qui elles sont censées se poser en faisant un petit arrêt, un petit moment de vol en... Comment dire, un petit moment de vol en sustentation parce que ils peuvent égaliser leur poids avec leur poussée. Et je crois que sur Falcon 9 on peut pas. Il y a ça et il y a aussi le fait que le Merlin réagit un peu plus lentement que les moteurs de Blue Origin. Et donc ça leur donne pas la même marge de manœuvre. À vérifier, hein. Peut-être que c'est juste cette histoire de rapidité de réponse qui joue, mais je crois que la puissance... Je crois qu'avec 30% de poussée et un étage quasiment vide, c'est déjà trop. 2, 3, allez, 4. Voilà, parfait. 35 700, je vais me permettre de le pousser. Voilà, 35 790, ce sera très bien. On va tout laisser allumer pour tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, on va devoir... Non. Ah, c'est vraiment le bordel, mon orbite. Il va falloir que je...
Alors, je sais qu'il y a un raccourci hein, pour regarder la Terre, mais il marche pas. Il a pas l'air de marcher sur mon clavier. Oui, il ne sait pas faire de vol stationnaire comme New Glenn. Ouais, complètement. D'ailleurs, voir la New Glenn faire un vol stationnaire, ça... Enfin, à voir s'ils ont toujours cette histoire de vol stationnaire sur New Glenn, mais quasi. En tout cas, sur les derniers rendus qu'on a, elle fait quasi un vol stationnaire. Ça va être incroyable. New Glenn, c'est peut-être la fusée que j'attends le plus avec... Bon, le Starship, mais c'est pas vraiment que je l'attends, c'est que c'est des montagnes russes. Mais... Alors... Non, c'est bon, c'est pas moi qui fais du calcul. Donc là, on a attendu une première orbite, on était quasiment au niveau du Geosat 1B. Normalement, au bout de la deuxième orbite... D'ailleurs, je fais attention à mon... Ouais, ça va aller. Une deuxième orbite, on arrive au niveau de Geosat 1A. New Shepard, pardon, ouais, tout à fait. Ok. Et là, si on revient, on va être un peu devant Geosat 1B, je pense qu'on va s'en contenter. Il y a intérêt, de toute façon. On va changer notre périgée à 35 000, peut-être 100 km. Ok. Je sais pas que la New Glenn faisait du stationnaire aussi, effectivement ça va être beau. Bah, c'est très possible qu'ils aient abandonné l'idée depuis. Hein. Mais aux dernières nouvelles, ouais, c'était le plan. Aux dernières nouvelles, c'était le plan. Sur les rendus qu'on a, sur les vidéos qu'on a en 3D, là, elle fait un... D'ailleurs, sur les derniers rendus qu'on a, le bateau sur lequel elle se pose est en train de se déplacer. Donc, contrairement aux barges de SpaceX qui sont stationnaires. Et effectivement, elle fait un petit arrêt dans les airs comme ça, et ça va être top, top, top. Et puis qu'est-ce qu'elle est belle. Et ses ailes, le fait qu'elle utilise des petites ailes là pour rentrer, tout ça enfin, j'adore. Je pense que New Glenn avec un deuxième étage réutilisable, comme on en a eu la rumeur depuis quelques temps, ça pourrait être ma fusée préférée. Hein. Bon, en même temps, New Glenn, j'aimerais voir quelque chose. Bon, on a vu quelque chose là récemment, un booster qui avait l'air d'être un vrai booster. De... Peut-être que le premier booster de vol. Et d'ailleurs, maintenant qu'on sait qu'elle lance la mission Escapade, on est sûr qu'ils ont comme objectif de lancer en fin d'été prochain. Et s'ils peuvent pas lancer en fin d'été prochain, ça va poser problème et on va devoir en savoir plus parce que la NASA va communiquer sur ça. Donc non, je pense que l'année prochaine on aura notre première New Glenn, j'en suis presque sûr. Ah mais attendez, je me crée des problèmes tout seul en fait, parce que là j'ai pas toutes les options. Ah si, c'est juste qu'il est pas affiché. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Peut-être... Attendez. Y'a pas une option info sur la manœuvre? C'est pas ça que je veux. J'ai déjà dit que c'était pas ça que je voulais. Hmm. Non, y a pas. Ok. Donc alors attendez, il faut que j'éteigne le moteur, que je le rallume juste après. Je pense que... On va le faire maintenant. Ok. Ok, ça prend un pari. New Glenn vol en 2024. Non, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai perdu de 3 mois et... j'ai dû un... j'ai dû un chocolat à Kenuki. Mais dans l'idée, oui, oui, moi je suis chaud pour prendre le pari New Glenn en 2024, ouais. Enfin, d'ailleurs, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. J'ai dit soit New Glenn en 2024, soit on va en entendre parler sérieusement. Avec une question sur... Enfin, un rapport de la NASA, quelque chose voilà, ou une communication de Blue Origin en disant où ils en sont, enfin... Mais ouais, selon la mise, je suis prêt à parier une New Glenn en 2024, ouais. Réponse de Normand, ça. Doucement avec la Normandie. On a déjà fait ça la dernière fois.
c'est un live diffusé depuis Brest, on va doucement avec la Normandie. Mais bon, en vrai, on peut repartir sur la même chose que la dernière fois, hein. Un verre ou un chocolat chaud que New Glenn vole en 2024. Je suis prêt à reprendre ce pari, déjà parce qu'il y a une chance sur je ne sais pas combien qu'on se croise avant d'avoir oublié. 20 BTC, bien sûr. Ouais, bah écoute, c'est parti, un café, un verre, bref. C'est vendu. On officialisera ça sur Twitter. Et c'est reparti pour un tour. Dans quoi je m'engage moi à chaque fois? Ok, donc ça c'est bon. Changer l'inclinaison vers 0 degré. Attendez, qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là. Ouais, voilà, mieux. Ouais. Bah maintenant il faut que je... Ça m'embête quand même d'avoir un chocolat chaud entre les mains de... entre les mains de Blue Origin, je vais pas te mentir. Mais non, j'y crois. J'y crois. En fait, j'ai dû... Aïe, pardon, désolé, j'ai dû taper dans le micro. J'ai du mal à comprendre la version des gens face à la New Glenn, parce que certes elle est en retard, tout ça, mais en fait, toutes les fusées sont en retard, et la seule différence c'est que New Glenn, on n'a pas de nouvelles. En fait, si le Starship était construit dans des usines, ça se trouve on n'en saurait pas beaucoup plus. En construire des usines, on se comprend. Si le Starship était construit à huis clos, on en saurait peut-être pas beaucoup plus. Je sais pas. Et je sais pas pourquoi New Glenn, il y a un vrai... C'est peut-être parce que Blue Origin a quand même... C'est vrai que Blue Origin a quand même une réputation assez moyenne. Pour plusieurs raisons. Je peux comprendre. Mais finalement, j'ai pas souvenir qu'ils aient fait plus d'annonces abracadabrantes que d'autres, quoi. Si? C'est l'Opacity de la com qui fait ça, ouais, voilà. Oui, je peux comprendre. Mais au final, moi, ça... Enfin, à partir du moment où, de toute façon, on n'en saura pas beaucoup plus, ça me choque pas, je veux dire, c'est comme ça que ça a toujours été fait, quoi. Enfin... C'est la norme, finalement. C'est juste que maintenant, on a l'habitude de... Enfin, c'est la norme, non, peut-être pas. Mais on a l'habitude du Starship où on sait tout de tout, mais si on regarde bah, Ariane, typiquement, Ariane, c'est critiquable parce qu'ils sont censés montrer patte blanche aux contribuables, mais je sais pas. Ils ont aucune raison particulière de... Ils ont aucune raison particulière d'en dire plus, en fait, parce que ça les engage. À chaque fois qu'on dit quelque chose, qu'on présente quelque chose sur une fusée, ça engage. Donc, ça me je suis un peu triste. J'aimerais en savoir plus. Ça me choque pas plus que ça. Ok, on va sauvegarder un coup. On va le déployer. Je vais me mettre... je vais voir si je peux faire ça. On voit rien. Or, on devrait, vu le timing, bah, je suis pas sûr. Supposons que le lancement se fasse bien, ou qu'en tout cas il soit toujours en lice pour un lancement en 2024, fin 2020, enfin, fin de l'été 2024, imaginons. Ça veut dire qu'ils ont presque un an. Ouais, ça fait 9 mois, quelque chose comme ça. Enfin, ils ont, ouais, on va dire un peu, ils ont moins d'un an, et plus de 6 mois. Ah, mon cerveau marche pas ce soir. Ça fait combien de mois ça? Bon, bref, disons une dizaine de mois. Ils ont une dizaine de mois pour assembler la fusée et la tester. Ça me paraît pas déconnant. On sait qu'ils ont... On croit savoir, pardon, qu'ils ont un étage prêt, un étage fonctionnel. On croit savoir également qu'ils ont déjà fait des essais sur les moteurs, qui vont d'ailleurs voler sûrement avant. Donc non, je suis pas sûr que ce qu'on sait de... Oh, j'ai pas la vue que je veux. Je suis pas sûr que le peu qu'on sache soit un mauvais signe en fait. Je trouve pas que ce soit incohérent avec ce qu'on est censé avoir. Après c'est peut-être une opinion personnelle, hein.
C'est une opinion personnelle, mais c'est peut-être moi qui suis complètement... Juste que si Uela communique peu, on s'y attend. Mais et pourtant, Uela communique pas mal. Hein. On en sait beaucoup sur l'arrivée de la Vulcan. La BO, c'est le New Space qui monte des trucs. Bah... Oui et non. Enfin... Oui, ce serait classe de leur part, je veux dire. Je suis d'accord. Mais je vois pas... Enfin, ils en sont obligés en rien, quoi. Enfin, Et voilà, et c'est pour ça que... Oula. C'est pour ça que je fais 2 sauvegardes, là c'est pareil. Ça sert à rien de... d'afficher ça. Moi, à la limite, j'ai une certaine sympathie pour... Enfin... Ouais, si, j'ai une certaine sympathie pour un... Une fusée qui suit à peu près son cours, un développement qui a pas l'air trop compliqué, et... s'ils tiennent à peu près leur timeline, évidemment ils la tiennent pas, mais ils sont pas à la rue complet. Hein. Ils sont pas plus en retard que le Starship, ils sont pas beaucoup plus en retard qu'Ariane 6, que la SLS, enfin... Ça me choque pas. Et la fusée est tellement belle. Honnêtement. Je sais que c'est pas un vrai argument, mais... Elle est magnifique. J'espère vraiment qu'elle a gardé cette classe qu'elle a sur les rendus. Hein. Ok. On a notre screen. Tac. Faire un peu différent, peut-être. Avec la lune, c'est joli. Bon, le contraste va être tout pourri, mais c'est pas grave. Attends, un peu plus gros, le satellite. Ok. C'est comme ça. Voilà. J'arrête de vous saouler avec ça. Et je pense qu'un dernier lancement, et on sera bon. Si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil, hein, j'ai infiniment hâte de voir ce qu'ils sont en train de nous préparer avec ce fameux étage Jarvis. Alors, on en sait très peu, donc ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'on pense. Mais si les rumeurs sont vraies, Jarvis, c'est un étage supérieur réutilisable. Et vu la classe à la fois visuelle et technique de la New Glenn, parce que j'adore les choix techniques qui est fait sur cette fusée, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a un côté très old space, justement, tout en ajoutant les épices du New Space. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais on va dire que vous m'avez compris. Et si Jarvis suit cette même philosophie, c'est trop classe. C'est ma crainte avec le premier étage qu'on a vu récemment, plus d'elle. Ouais, mais après, peut-être que le premier est pas censé être utilisé et qu'ils s'économisent ça, peut-être juste qu'ils sont pas encore installés. Ça me fait pas trop peur. Peut-être que je devrais, hein, mais pour l'instant, ça me fait pas peur. Ça va pas durer longtemps, je le sens, mais... Non, s'il y a plus d'elle, je fais un scandale. Et de toute façon, ça m'étonnerait qu'ils s'en débarrassent parce que pour la New Glenn, ça a vraiment un... Et puis, elles étaient pas toutes petites, hein. Elles étaient pas toutes petites, pardon. Et pour la New Glenn, ça a un vrai avantage. Vu sa trajectoire, sans les ailes, je sais pas comment ils vont faire. Puis on a quand même ça pour nous. Euh... On a quand même ça pour nous que... Alors attendez, j'ai tué un B. Un D, on s'en fiche. Un A est là. A, B, un D. Ouais, c'est pas mal comme... Du coup, le dernier, si je dis pas de bêtises, le dernier satellite sera soit là, soit là. Pas terrible comme quadrillage, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que je disais? Oui, on a quand même cet avantage sur New Glenn que... On sait que le design va pas trop changer. À part peut-être avec un troisième étage. Mais à part ça, il va pas trop changer parce qu'on sait que les moteurs sont figés. En tout cas du premier étage. Et un moteur figé et charge utile à peu près figée. Et la charge utile est figée parce qu'il y a Artemis. Donc un moteur du premier étage figé et charge utile figée, ils peuvent pas faire n'importe quoi. On sait qu'ils auront une fusée qui fera à peu près la même taille, le même diamètre. On sait que ça fera... Il y aura un deuxième étage plus ou moins performant. Pareil, le deuxième étage, normalement, le moteur, il bouge pas maintenant, mais...
Donc elle changera pas trop. Au pire, effectivement, elle va genre perdre ses ailes, des choses comme ça. C'est pas... C'est triste, mais ce serait pas trop grave. Alors ça oscille beaucoup au décollage, c'est pas terrible, mais c'est pas gênant non plus. Et je confirme qu'on se laissera sur ce lancement. J'espère qu'il va être réussi, j'ai pas envie de m'arrêter sur un échec. On se laissera sur ce lancement parce que je commence à tomber là. Et ouais, non, New Glenn... Et d'ailleurs, euh, si elle part effectivement en fin août 2024, je... À voir, mais j'essaierai peut-être d'aller y jeter un oeil. Ça, ce serait vraiment génial. Voir le premier vol de la New Glenn, franchement, je serais infiniment heureux. En gros, là, dans les mois qui viennent, à Noël, je serai pas trop loin de la Floride, donc peut-être que j'irai essayer d'aller voir le premier vol de la Vulcan. Je me suis trompé tout à l'heure, non? Bref. C'est pas prévu, mais peut-être que j'aurai la chance d'aller voir le premier vol de la Vulcan. S'il y a le premier vol d'Ariane 6 pendant l'été, je peux peut-être essayer de me débrouiller pour y aller. Et s'il y a le premier vol de la New Glenn entre fin août et mi-septembre, j'ai peut-être la possibilité d'y aller aussi. Tout ça avec des pelles et des pelles de conditionnel. Mais si je dois voir un lancement dans les prochains mois, ce sera sûrement un de ceux-là. Bah d'ailleurs, en parlant d'Artemis, ça fait un bon sujet de débat. Je sais pas si vous avez vu Enfin, vu. Vous l'avez sûrement vu passer. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Smarter Everyday sur Artemis. Une sorte de... Oh mais quoi? Mais pourquoi? Comment? Alors ça, typiquement... C'est pas un échec du design, hein. C'est pas un échec programmé, c'est juste la physique qui a décidé de m'embêter. Ouais, donc je disais, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de... Et vous n'avez rien vu, hein. Cette triche est parfaitement transparente. Il y a des vidéos de Smarter Everyday sur Atermis où une sorte de conférence qu'il donne à des acteurs du domaine et où il critique pas mal les choix qui ont été faits. Et la vidéo enfin, engendre pas mal de débats parce que il est très critique d'Artemis, donc ça à la limite c'est pas trop une prise de risque. Mais il critique beaucoup la communication autour de ce genre de programme. Et c'est vrai que bah, annoncer des dates de vol dans 2 ans, c'est... Quand on sait que ça ne volera pas dans 2 ans, c'est des choses qui peuvent être critiquées, tout ça. Mais surtout, il y a toute une partie où il dit, bah regardez, euh, les gens qui ont fait Apollo ont laissé tout un tas de documents, des sortes de tutos, faire une mission habitée sur la Lune, vers la Lune, en disant ok quels ont été les choix techniques, etc. Faire tout, enfin voilà. Et il dit bah c'est un peu une honte que vous dans la salle, donc il s'adresse aux gens qui ont bossé sur Artemis, n'ayez pas lu ce genre de documents. Parce que bah, tout était là quoi. C'était pas censé être compliqué de refaire ce qu'on a fait il y a 50 ans. Et il critique également la complexité de tout le programme Artemis, notamment le fait que bah, il faille plein de lanceurs, qu'on soit bloqué en orbite NRHO. Et donc en cas de problème, ça met des semaines avant d'aller chercher nos astronautes. Bref, des critiques qui peuvent s'entendre, mais disons que l'argument en face, c'est de dire que bah, si on suit les tutos d'Apollo où on fait tout simple, on commence par se focus sur la mission avant de chercher à prouver des nouvelles technologies, tout ça, c'est des prises de risques inutiles. D'un autre côté, si on se limite à ça, donc le contre-argument à ce que lui dit dans sa vidéo, c'est bah, si on se limite à ça, on n'innove pas, et on refait une mission où on arrive, on plante le drapeau et on repart. Donc c'est une vidéo qui est
D'ailleurs, on a échangé un petit peu à ce sujet-là. Technique Spatiale a répondu au tweet où je faisais un peu la promo de la vidéo. Moi, je considère que la vidéo est très très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà parce que, effectivement, c'est une vidéo avec laquelle je suis principalement en désaccord, mais je trouve ça intéressant d'aller me confronter comme ça à un point de vue différent. Et deuxièmement, c'est un point de vue d'un ingénieur américain, très américain. Destin est très américain dans tous les sens du terme. Il a comment dire, une certaine importance de la religion, et j'en parle parce que lui en parle de temps en temps, donc ça peut avoir son impact. Il a vraiment cette espèce de, de- de collection de certains clichés de l'américain, de l'Amérique profonde, en étant, enfin je dis ça en respectant énormément, il y a pas de problème, mais je trouve ça très intéressant d'avoir ce point de vue complètement différent de quelqu'un qui vit dans une c'est quelqu'un qui vit dans une société qui est en fait très différente de la nôtre et qui a un rapport très différent à Artemis parce que c'est plus ou moins son argent qui va dedans et c'est son pays qui joue sa réputation et une grande partie de ses revenus spatiaux là-dessus, quoi. Donc je trouve la vidéo très intéressante en elle-même, tout en étant en relativement désaccord avec la thèse de Destiny. Globalement, je rejoins la critique de Technique Spatiale sur le fait qu'un Apollo V2 c'est pas Artemis. Tout à fait. Puis, par exemple, c'est pareil, dans sa vidéo, il dit que il est. Mais. Ah, mais. Pourquoi? Bon, bah, autant pour moi, on va prendre on va prendre l'échec, hein. Ouais, donc je disais, bah, typiquement dans la vidéo, il dit à un moment que il trouve ça dingue, et il le dit un peu sur le ton de la critique, que par exemple les tâches de remontée depuis la Lune soient pas des ergols stockables. Et il dit ouais voilà je comprends que voilà on veut faire du in situ, on veut du méthane, tout ça c'est cool, mais c'est dingue que personne se soit dit que c'est une mauvaise idée parce que c'est trop compliqué. Et c'est typiquement le point sur lequel les gens sont en désaccord parce que effectivement si on se limite à une mission où on ramène rien ou presque, des ergols stockables parce que c'est simple, etc. Au final on se retrouve à refaire Apollo et c'est pas le but. Mais d'un autre côté, du point de vue américain, effectivement, peut-être que c'est le but en fait. Peut-être que l'idée c'est ça, parce que de toute façon Artemis va pas. Enfin, à part si effectivement l'essai est transformé, que ça sert de premier pas vers Mars, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'autres enjeux quoi. Et typiquement le fait, par contre, le fait que l'orbite de la Gateway soit placée en NRHO, donc une orbite très élevée, un peu compliquée à rejoindre et en même temps un espèce d'entre-deux pratique entre tout, enfin de compromis un peu bâtard entre toutes les orbites disponibles autour de la Lune. Bref, ce choix-là, il est en fait, il, il- il peut être retracé au choix du cahier des charges du module de service d'Orion, qui fait pas grand-chose en fait. Il peut pas faire beaucoup de travail. Donc il peut pas aller facilement sur une orbite basse comme l'aurait fait, comme le faisait Apollo, quoi. Bref. La vidéo est très longue, elle dure une petite heure je crois, une grosse heure même. Et vous allez probablement être en désaccord avec une bonne partie de ce qui est dit, mais je pense qu'elle vaut le coup d'être vue. Et c'est là qu'on était du coup pas d'accord avec Technique Spatiale, c'est que lui la recommandait pas. Enfin, il avait l'air pas en désaccord, mais euh, il avait l'air de critiquer au sens. Enfin, j'ai l'impression que tout a l'air d'être une prise de débat, enfin une attaque personnelle, mais bref. Il avait l'air en désaccord avec, avec ma thèse qui était que cette vidéo est intéressante, même si je suis pas d'accord. Et voilà, moi, je pense que ça peut être assez bien de faire face au point de vue d'Américains qui sont les premiers concernés en fait par Artemis. Même si on fait partie de cette aventure-là, on va pas se mentir, avant tout c'est une aventure américaine. Et donc je considère que sa parole a une sacrée valeur sur ce sujet. Bref, sur cette longue divagation, je pense qu'on va se laisser là. Je suis claqué. D'ici la prochaine fois, je vais essayer de lancer ce quatrième satellite parce que c'est pas très intéressant. Et promis, au prochain live, on part vers Vénus. Voilà, comme ça c'est dit. On n'est pas en stock en plus. Très malin ça. Ouais, mais je vais pousser encore. On va se laisser là. J'attends que qu'une fusée charge pour pas vous laisser sur un.
pour pas vous laisser sur un écran noir, et on finira là-dessus. Set 1F. Et simplement, ici, comme on avait dit tout à l'heure, élargir un peu ici pour, voilà, pour que ça pose pas de problème visuel. On sauvegarde, on lance d'ailleurs, enfin on lance. Ouais. On lance la construction, et on va se laisser là-dessus. Oui, comme ça. Voilà, merci à tous d'avoir été là ce soir, merci d'être passé, merci à vous sur la rediffusion, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et ou à faire part de vos avis ou vos remarques, tout ça sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que ça fait très parole de youtubeur, mais en l'occurrence je suis très très loin de gagner quoi que ce soit avec, c'est simplement parce que bah, ça fait plaisir en fait d'avoir une interaction, et surtout je peux prendre des conseils, hein. Par pitié, donnez-moi des conseils, j'ai vraiment une grande marge de progression, donc ça peut être intéressant. Bref, merci à tous, bonne soirée, bonne nuit, et à très vite pour la suite du programme. Ciao ciao.